Bonjour, bienvenue à notre cours PEL 205, Institutions et société canadienne. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à la Constitution canadienne. En fait, il s'agit de la deuxième partie d'une séance qui en comportait deux. Donc, on se rappelle que la loi constitutionnelle de 1982 est constituée de plusieurs éléments. Nous avons déjà abordé les éléments principaux qui portaient sur les préliminaires, sur la division du pouvoir entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Nous allons poursuivre et nous allons nous attaquer aujourd'hui ce que je dirais être le cœur du régime fédéral. En fait, la distribution des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces. Mais avant cela, quelques autres éléments importants. Notamment la question des constitutions provinciales. Donc, je cite, « Il y aura pour chaque province un officier appelé lieutenant-gouverneur, lequel sera nommé par le gouverneur général en conseil, par instrument, sous le grand sceau du Canada. » C'est-à-dire que, comme l'État fédéral, il y a pour cet État un chef d'État distinct du chef du gouvernement, en la personne du gouverneur général, qui lui représente le chef de l'État formel, qui est la reine du Canada. Pour les provinces, il y aura donc une personne qui occupe une position similaire, qui est celle du lieutenant-gouverneur. Une personne, bien sûr, au rôle plus effacé encore, je dirais, que celle du gouverneur général. On le connaît généralement très peu. Mais donc, tous les États que constituent les provinces, parce que ce sont des États dits fédérés, ils sont fédérés à une organisation plus grande que celle de l'État fédéral. Donc, les États fédérés nommés provinces au Canada ont à leur tête un lieutenant-gouverneur qui est nommé par le gouverneur général. On poursuit. Le lieutenant-gouverneur restera en charge durant le bon plaisir du gouverneur général. Donc, le gouverneur général, de même que les lieutenants-gouverneurs, n'ont pas de mandat, c'est-à-dire qu'ils peuvent rester en poste aussi longtemps que le souhaite la reine du Canada. En pratique, toutefois, ce que l'on voit, c'est qu'en général, il est plutôt rare que les gouverneurs généraux ou les lieutenants-gouverneurs restent en poste plus de 10 ans. Il peut même s'avérer que certains mandats soient plus courts, de l'ordre de 3 ou 4 ans. Ça varie en fonction des compétences, des qualités, je dirais des aléas politiques. Il est question ici des constitutions provinciales puisque la Constitution canadienne, du moins la loi constitutionnelle de 1982, prévoit que les provinces puissent se doter de leur propre constitution. Jusqu'à présent, il n'y a que la Colombie-Britannique qui s'est formellement dotée d'une loi constitutionnelle. Mais en fait, cette loi a une portée très limitée dans la mesure où elle ne fait qu'encadrer les pouvoirs du gouverneur général, plutôt du lieutenant-gouverneur dans cette province. Il a abondamment été question au Québec ces dernières années pour que le Québec précisément se dote d'une telle loi constitutionnelle. Aucun des gouvernements qui se sont succédés à Québec ne l'ont fait jusqu'à présent, mais on peut penser que ça pourra éventuellement venir. Il faut voir aussi que c'est un peu exceptionnel cette situation canadienne dans la mesure où toutes les autres grandes fédérations de la planète, les États fédérés qui sont membres de ces fédérations ont toutes leur propre constitution. C'est le cas des États aux États-Unis d'Amérique, c'est le cas des Länder en Allemagne, qui, eux, possèdent leur propre constitution. Donc, le Canada, ici, fait bande à part. C'est d'autant plus exceptionnel que le Canada, si on le compare à d'autres fédérations, est l'une des fédérations les plus décentralisées, c'est-à-dire au sein de laquelle les États fédérés, Canada et les provinces, jouissent de très grands pouvoirs par rapport à l'État fédéral. À bien des égards, les provinces canadiennes ont plus de pouvoir par rapport au gouvernement fédéral que les États à l'intérieur des États-Unis d'Amérique à l'égard du gouvernement central de Washington. Donc, c'est d'autant plus surprenant que dans cette situation, les provinces ne se soient pas dotées de constitution. Voilà. Donc, c'est pour l'État canadien ici. Donc, ce que nous allons voir à partir de maintenant, donc les articles 91 et 92, on commence avec le 91 ici, sont vraiment le cœur du régime fédéral. C'est là que, dans la loi constitutionnelle, on détermine quels sont les champs de compétences, donc les pouvoirs réels qui reviennent au gouvernement fédéral et aux provinces. Donc, évidemment, c'est à la fois le cœur du régime fédéral, mais c'est aussi l'objet de beaucoup de litiges. La plupart des litiges constitutionnels qui ont eu cours depuis 1867 portaient sur des articles de l'article 91 ou 92. Donc, évidemment, là, c'est le cœur du régime fédéral. L'article 91 est dédié aux pouvoirs dits fédéraux, donc qui appartiennent au gouvernement fédéral, alors que l'article 92, lui, porte sur
les pouvoirs appartenant aux provinces. Donc, nous allons les énumérer d'abord avant de pouvoir mieux les expliquer. Donc, premier élément ici, on va juste y aller ici, là. Donc, j'ajouterai avant qu'on aborde cette question que cette répartition des pouvoirs de l'article 91-92 est toujours l'objet de litige. On doit toutefois remarquer qu'au cours de l'histoire, de 1867 jusqu'à aujourd'hui, il y a une tendance assez marquée vers une plus grande centralisation. C'est-à-dire, en cas de litige, en cas de flou conceptuel, on voit qu'habituellement, c'est pas toujours le cas, mais habituellement, le gouvernement fédéral tend à s'immiscer davantage dans ses pouvoirs que le gouvernement des provinces. Donc, c'est une tendance assez lourde vers une plus grande centralisation. Centralisation, somme toute, très relative, mais qu'on voit quand même. Là. On se rappelle, dans les années 40, le premier ministre du Québec, Maurice Duplessis, avait cette tendance à utiliser cette formule, comme quoi la Cour suprême du Canada, comme la Tour de Pise en Italie, avait toujours tendance à pencher du même côté. Il entendait ici du côté du gouvernement fédéral. Donc, la formule est restée, mais elle était certes exagérée certainement de la part du premier ministre Maurice Duplessis de l'époque, mais elle désignait quand même une tendance qu'on observe encore aujourd'hui au sein du régime fédéral. Donc, ces pouvoirs-là, l'article 91, premièrement, la réglementation du trafic et du commerce. C'est-à-dire que tout ce qui est trafic international relève du gouvernement canadien. C'est donc le Canada, le gouvernement fédéral du Canada, qui peut ratifier, par exemple, des traités de libre-échange. Nous l'avons vu avec les traités de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. C'est donc le gouvernement fédéral qui ratifie, qui négocie ce traité. Rien ne l'empêche, bien sûr, à négocier avec les provinces ou avec d'autres partenaires de son choix, mais il lui appartient de signer un tel traité. On l'a vu récemment avec la ratification du nouvel ALENA, qui porte un autre acronyme, avec les États-Unis et le Mexique. Donc, il appartenait à Justin Trudeau et son gouvernement de le négocier. Évidemment, le gouvernement du Québec, par exemple, a pu exprimer certaines demandes bien précises qui portaient sur certains éléments, certains domaines de son économie qui lui est propre, qui étaient chers, qui étaient centrales à son économie, qui faisaient à ce moment-là l'objet de ce traité. Mais dans tous les cas, la responsabilité ultime appartient quand même au gouvernement fédéral. Prélèvement de deniers par tout mode ou système de taxation. Donc, en 1867, il n'est prévu que pour le gouvernement fédéral de pouvoir lever des taxes. Taxes indirectes ou directes. Alors, on dit en fiscalité, on appelle les taxes directes, les taxes qui sont prélevées directement par le gouvernement. Par exemple, on peut penser à l'imposition. Donc, l'impôt sur le revenu est prélevé directement par le gouvernement. Alors que les taxes indirectes là, sont celles qui sont prélevées, par exemple, par des entreprises. Donc, les taxes de vente. Donc, lorsque vous achetez des biens et des services, on taxe la TVQ et la TPS. La TPS étant celle fédérale et la TVQ celle québécoise. Mais au début, là, donc, il est prévu que pour le gouvernement fédéral de pouvoir lever de telles taxes. On va le voir qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, certains gouvernements provinciaux vont se doter de systèmes de taxation. On pense au Québec avec la TVQ, la taxe de vente du Québec. Mais plus largement aussi, le cas du Québec est particulier encore ici, puisque le Québec est la seule des provinces à avoir deux systèmes d'imposition. C'est-à-dire que les citoyens québécois doivent payer de l'impôt à la fois au gouvernement du Québec et au gouvernement du Canada. C'est l'exception, parce que dans le reste du Canada, tous les citoyens canadiens, ne paient de l'impôt qu'au fédéral. Il se trouve que par la suite, par un jeu d'entente, les sommes prélevées par le gouvernement fédéral sont redistribuées dans la province où se trouve le citoyen. Donc, il n'y a pas de perte ici. Dans le cas québécois, on a deux systèmes de taxation. Il y a un double système de taxation pour les entreprises exclusivement en Alberta et à Ottawa, mais ça ne touche que les entreprises et non pas les particuliers. Donc, c'est une mesure qui a été adoptée sous Maurice Duplessis au moment de la guerre en réalité. Il n'y avait pas de système de taxation avant la Première Guerre mondiale. Le gouvernement fédéral va adopter une mesure pour lever des impôts pour être capable de mener la guerre durant la Grande Guerre, donc la Première Guerre mondiale. Ce régime qui devait être temporaire initialement, l'imposition ne devait être qu'un régime temporaire, va bien sûr être maintenu de manière permanente par la suite. Et on va le voir avec l'explosion des services, avec l'émergence de l'État-providence. On a vu donc ce système occuper une part très importante, si bien qu'aujourd'hui, grosso modo, 40% de nos revenus sont taxés en imposition d'une manière ou d'une autre. Donc, il nous reste dans nos poches à peu près 60% de tout ce qu'on touche comme paye. Bien sûr, cela vient avec des services qui sont offerts de manière publique par les différents gouvernements.
Je poursuis. Le service postal, donc on voit bien au Canada, il y a Poste Canada. Hein, ce n'est pas Poste Québec, Poste Ontario ou quoi que ce soit, là. Donc le service postal, il est prévu d'emblée, depuis 1867, que ce service soit offert par le gouvernement fédéral. Donc c'est encore le cas aujourd'hui, Poste Canada. Recensement et statistiques. Donc, recensement et statistiques, le Canada a cette grande particularité d'avoir l'un des meilleurs systèmes statistiques au monde. Depuis 1867, il tient des recensements à tous les 10 ans. On appelle des grands recensements. Puis à tous les 5 ans, il y a une mise à jour. Si bien que depuis 1867, le Canada a une très bonne connaissance des évolutions démographiques du pays, bien meilleure que la plupart des pays, par exemple. Donc, ces recensements sont fort utiles lorsqu'il vient le temps de développer des politiques sociales, par exemple. Mais ça permet aussi de mieux saisir quelles sont les forces et les faiblesses et les mouvements de population à l'intérieur même du pays et des provinces. Donc, c'est vraiment une des grandes particularités ici du pays. S'ajoute à cela le cas particulier du Québec qui est très intéressant sur le plan, je vous disais, de la démographie. Mais lorsqu'on s'intéresse à la généalogie, donc qui est de prolongement plus loin, je dirais, que la démographie, là, ce qui est le fait intéressant, c'est que le Québec est particulier que tous les citoyens québécois, à peu près, on peut remonter leurs origines, ceux qui sont d'origine canadienne-française, on peut remonter jusqu'à la colonie française, puisqu'on a préservé à peu près tous les systèmes de recensement d'époque, les registres paroissiaux, par exemple. Si bien que c'est intéressant parce que nous, on peut remonter facilement, par exemple, les parentaux. Moi, je suis le 13e parentaux d'Amérique. Donc, on peut remonter jusqu'à Pierre Parenteau, qui s'est établi à Saint-François-du-Lac en 1666. Mort scalpé par un Indien en 1690. Donc, c'est intéressant parce qu'on peut y aller comme ça. Alors que nos amis européens, malheureusement, souvent, n'ont pas telle généalogie dans la mesure où portés par des troubles, des rébellions, des révolutions et compagnie, la plupart des registres ont été brûlés, saccagés, pillés, si bien que la plupart des Français, aujourd'hui de la métropole, donc en France, ne peuvent eux-mêmes remonter jusqu'à 13 générations. C'est dans leur cas impossible. Donc, je poursuis. La milice, le service militaire, le service naval et la défense du pays. Donc, d'emblée, en 1867, on donne au gouvernement fédéral la responsabilité de la défense du pays. Bon, avant ça, sous le régime de l'Union encore, il y avait des milices provinciales. Donc, le Bas-Canada, par exemple, avait ses propres milices. Ces milices vont être abolies après les rébellions des Patriotes parce qu'on a su que certains de ces miliciens-là étaient du côté des Patriotes. Donc, mais jusqu'à ce moment-là, il y avait des capitaines de milices qui jouaient un rôle assez important, un rôle social important. La plupart des maires, par exemple, étaient capitaines de milices. Donc, ils remplissaient deux fonctions, celle d'être les chefs politiques de leur localité, mais également, ils avaient la responsabilité de la défense de ces localités. Donc, ils avaient des armes, ils avaient un entraînement militaire très sommaire, entendons-nous, et ils jouaient donc d'un certain prestige militaire à l'intérieur de leur propre communauté, donc un prestige qui va être aboli. On a maintenu le système des milices qu'on appelle la réserve aujourd'hui, donc des régiments qui sont dans les régions, qui ont des positions importantes, mais bien sûr leur prestige, leur influence est bien moindre que l'époque de la milice française. Mais donc, on donne au gouvernement fédéral l'institution d'un système militaire et d'un service naval, bien sûr, la création du service aérien, donc l'aviation royale canadienne, mais bien sûr, on va confier encore au gouvernement fédéral ce service. Donc, c'est un service qui est fédéral. La navigation et les bâtiments ou les navires. Donc, tout ce qui a trait à la navigation et par extension les ports, sont de contrôle fédéral. Par extension encore, par exemple, la voie maritime du Saint-Laurent, qui commence à Montréal et qui se termine à Kingston. Donc, cette voie qui parcourt ici à la fois le Saint-Laurent qui conduit jusqu'au lac Ontario. Donc, cette voie construite dans les années 50 pour permettre la navigation de grands bateaux de transport et de juridiction fédérale. Par extension encore, vous voyez comment la Constitution, parce que la Constitution, elle énumère de manière très sommaire certains grands principes, certains grands pouvoirs. Mais par la suite, en fonction de l'évolution de la société, le développement de nouvelles technologies, à ce moment-là, il faut pour nous interpréter cette Constitution. Et si bien que, par exemple, lorsque vont s'établir au Canada la construction de grands ponts, les premiers ponts qui traversent par exemple la voie du Saint-Laurent, c'est le pont Jacques-Cartier, à ce moment-là, il faut déterminer quelle est la responsabilité, à qui appartiennent ces ponts. À ce moment-là, dans la logique de la voie maritime, les ponts vont surtout ici, être une juridiction fédérale, ce qui est le cas du pont Jacques-Cartier. Mais là, paradoxalement, ce qui est le cas du pont Champlain. Mais c'est plus compliqué que ça, évidemment, vous comprendrez, parce que
Les ponts sont aussi, dans le cas par exemple du Québec, à juridiction double, c'est-à-dire que le pont Mercier, ceux qui ont déjà emprunté le pont Mercier, dans l'ouest de l'île de Montréal, il y a 2 travées. Ben, imaginez-vous bien que la travée ouest est de juridiction fédérale et la travée est de juridiction provinciale. Donc, pour tout rendre tout compliqué, là. Donc, navigation, on garde à l'esprit, ce qui est navigation, ça relève du fédéral. Et dans le même logique, élément, les passages d'eau, les ferries, à l'époque, il n'y a pas de pont, hein, entre une province et tout pays britannique ou étranger, rappelons-nous qu'à l'époque, il peut y avoir un ferry, par exemple, entre la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve, et à ce moment-là, Terre-Neuve est considérée comme étant une colonie britannique ne faisant pas partie du Canada, hein, ou un pays étranger, bien sûr, on comprendra la traversée qui pouvait séparer Windsor du reste des États-Unis d'Amérique de l'époque. Aujourd'hui, il y a un pont, mais à l'époque, on peut imaginer un passage par ferry. À ce moment-là, c'est juridiction fédérale. Et là, ça, c'est lorsqu'on sort en quelque sorte du pays. Et les traversées à l'intérieur des provinces, eux, sont de juridiction provinciale. Donc, par exemple, si vous prenez la traverse à Sorel et Saint-Ignace de Loyola, une traversée que je prends de temps en temps, là, ben, à ce moment-là, ça, c'est provincial. Mais si vous prenez la traversée entre Montebello et Lefebvre en Ontario, à ce moment-là, ça, c'est fédéral. Hein, vous voyez comment il n'est jamais simple dans le régime canadien. Poursuivons. Les cours monétaires et le monnayage. Donc, au Canada, évidemment, monnaie canadienne, la monnaie royale canadienne, elle émet le dollar canadien, qui est qui a cours légale ici au Canada. Donc, c'est la Banque du Canada qui gère la monnaie. Ce ne sont pas les provinces ici. Comme je vous le disais précédemment, un pays n'a pas d'obligation d'avoir sa propre monnaie. Il peut utiliser la monnaie de son cours. Généralement, il est plus avantageux pour un pays d'avoir sa propre monnaie puisqu'il peut à ce moment-là contrôler une politique monétaire qui s'y rattache. Hein, une monnaie plus forte n'est pas toujours avantageuse lorsqu'il vient le temps d'avoir un marché d'exportation. Au contraire, si on est un marché d'importation, une monnaie plus forte est plus avantageuse. Donc, il faut jouer sur le cours monétaire qui peut être avantageux à ce moment-là sur le plan économique. Donc, le Canada, on a donc ici une monnaie qui est le cours légal, qui est le dollar canadien, qui est donc un champ de compétences fédéral. Dans cette même logique des cours monétaires, les banques, l'incorporation des banques et l'émission du papier-monnaie, donc le prolongement ici, c'est ce qu'on appelle, nous aussi, les entreprises à charte fédérale. Donc, les banques sont des entreprises à charte fédérale. Elles sont gérées par le fédéral. Bon, évidemment, là, dans l'interprétation de l'article 91, lorsque un certain Desjardins va mettre sur pied les caisses populaires à Lévis au début du 20e siècle, à ce moment-là, les caisses populaires ne sont pas considérées comme étant des banques, si bien qu'elles sont gérées à ce moment-là par les provinces, ici dans ce cas-ci, la province de Québec. Donc, ici, la Caisse Desjardins, qui est pourtant la banque, 2 tiers des Québécois, 2 tiers des Québécois ont leur argent à la Caisse Desjardins et non pas dans une banque. Ben, à ce moment-là, cette Caisse Desjardins-là n'est pas soumise aux dispositions de l'article 91 de la loi constitutionnelle de 1982. C'est un cas particulier. Et autre fait qu'on peut noter ici, il est assez exceptionnel. On ne trouve aucune autre situation comparable dans le reste des pays. Les caisses populaires, on en trouve ailleurs sur la planète. En France, la caisse populaire, en fait, la banque, là-bas, la poste, par exemple, la banque postale, c'est l'équivalent d'une caisse populaire. Le cas québécois est intéressant parce que 2 tiers des Québécois ont leur argent à une caisse. C'est vraiment une anomalie parce qu'on ne trouve aucune situation comparable dans les pays du G7 en occidentaux. Les points à mesure. Je poursuis. Donc, c'est le Canada, le gouvernement fédéral, qui va adopter, par exemple, le système métrique en 1971. Donc, avant ça, on avait le système impérial britannique qui perdure encore en Grande-Bretagne et en partie aux États-Unis. Donc, le système métrique va s'imposer au Canada. Pas totalement, hein. C'est intéressant de voir que depuis 1971, imaginez-vous, avant même ma naissance, là, en 1971, on passe au système métrique, mais des pratiques liées à l'utilisation du système impérial demeurent toujours aujourd'hui. C'est encore le cas, par exemple, mon poids, ma taille, on utilise encore aujourd'hui le système impérial. Dans la construction, tout le milieu de la construction, c'est un système impérial. Mais là, on comprend mieux, en fait, c'est lié au fait que l'industrie de la construction, la production de matériaux, d'outils, d'instruments, viennent tous des États-Unis. Et là, c'est le système impérial qui domine. Donc, à ce moment-là, naturellement, nous, on a maintenu ici en place le système impérial qui est encore en cours dans le système de la construction. Les banqueroutes et la faillite. Lorsqu'une entreprise dépose le bilan, lorsqu'elle fait faillite, par exemple, à ce moment-là, tout cela est géré par le surintendant des faillites, donc qui est un
organisme qui vient du gouvernement fédéral, en fait, qui fait partie de la fonction publique. Les brevets, inventions et les découvertes, même chose, relèvent du fédéral. Dans cette même logique, les droits d'auteur. Mais là, ça ajoute une particularité. Les droits d'auteur sont de juridiction fédérale. Par exemple, c'est le fédéral qui a déterminé ici que 70 ans après la mort d'un auteur, à ce moment-là, ses œuvres tombent dans ce qu'on appelle le domaine public. C'est-à-dire que si un auteur avance 70 ans après sa mort, donc ses héritiers, peuvent continuer à publier les œuvres de cet auteur, à ce moment-là, les royalties ou les droits d'auteur vont aller à ses héritiers. Mais 70 ans après la mort, donc 70 ans pourquoi? Ben parce qu'on pensait que les héritiers immédiats, ses enfants vont à ce moment-là être décédés. À ce moment-là, les œuvres de cet auteur tombent dans le domaine public. À ce moment-là, n'importe quel éditeur peut les éditer à nouveau, les publier et faire de l'argent avec ça. Par exemple, n'importe quel éditeur au Québec ou partout sur la planète peut éditer les œuvres de Victor Hugo aujourd'hui. Il n'a pas à payer de droits aux héritiers de Victor Hugo. Par contre, un auteur plus contemporain qui serait décédé récemment, à ce moment-là, c'est le 70 ans qui s'applique. Cette règle n'est pas tout à fait la même ailleurs. On a fixé ici, je vous disais 70 ans, c'est mon erreur, parce qu'en réalité, 70 ans, c'est la règle qui s'applique en Europe. Au Canada, c'est 50 ans. Donc là, il y a un litige parce que certains auteurs français qui sont décédés il y a plus de 50 ans, mais moins que 70 ans, peuvent être publiés au Québec. Et par la suite, donc, par extension, sous la forme numérique en France, alors que les Français eux-mêmes ne peuvent pas encore les éditer. Donc, 50 ans, 70 ans, mais peu importe les détails, là, revenons. Les droits d'auteur, c'est de juridiction fédérale. Dernier élément fort important ici, les Indiens, ce qu'on appelle dans la Constitution, du moins les Indiens, on comprendra bien qu'il ne s'agit pas d'Indiens, là. Donc les peuples autochtones et les terres qui leur sont réservées sont de juridiction fédérale. Et là, évidemment, c'est assez complexe parce c'est le gouvernement fédéral qui a instauré le régime des réserves, qui encadre les conseils de bande, qui sont en quelque sorte les gouvernements autochtones. Mais là, vous voyez, le problème qui se pose, c'est que les Autochtones, nous autres, ils habitent dans les provinces, évidemment, et les services publics, les services sociaux qui leur sont donnés, le sont par les provinces, parce que, comme on va le voir à l'article 92, ces services sont offerts par les provinces. Donc, ce qui se passe en pratique, c'est par exemple les soins hospitaliers, les soins d'éducation sont offerts par les provinces, mais ces soins sont facturés au gouvernement fédéral par la suite. Donc, c'est une situation assez complexe. La situation est d'autant plus complexe que les terres qui sont réservées aux Amérindiens, aux Autochtones plutôt, pardon, ces terres-là sont une propriété commune du conseil de bande et par un jeu assez complexe, là, dont je vous épargne les détails, ils ne peuvent pas être hypothéqués. Donc, c'est bien que les Autochtones qui habitent les réserves ont un terrain sur lequel ils ont construit leur maison, mais leurs maisons ne peuvent pas être hypothéquées, ne peuvent pas être saisies par une banque parce qu'ils n'en sont pas officiellement propriétaires. Ils ne sont pas non plus propriétaires de leur propre lot. Donc, c'est un système très, très complexe. Ils ont un biais d'occupation qui leur permet d'occuper, mais c'est assez contraignant. Et on l'a vu récemment dans les reportages dans les médias, comme quoi, dans certains cas, certains Autochtones au Canada sont incapables de pouvoir souscrire à une assurance feu, par exemple, assurance immobilier. Donc, si leur maison passe au feu, ils sont incapables de pouvoir l'assurer, ils perdent tout à ce moment-là. En raison précisément du fait qu'ils sont incapables de l'hypothéquer. Donc, c'est très, très, très accaparant. Bien sûr, vous me direz, certains vont dire que les Amérindiens ou les Autochtones, pardon, bénéficient d'un privilège fiscal. Donc, les Autochtones au Canada ne paient pas d'impôts. Où ils ne payent pas de taxes, il est vrai, tout à fait. Mais en contrepartie, c'est vrai que de très grands désagréments qui sont notamment le fait d'être privé de pouvoir souscrire à une hypothèque pour un bien immobilier qui serait le leur. Donc, voilà. Poursuivons ici avec la suite des articles 91. La naturalisation et les aubains, c'est-à-dire que les gens qui émigrent au Canada vont obtenir leur citoyenneté par le gouvernement fédéral. Mais en vertu d'une entente qui existe des années 90, on se prévoit exclusivement le Québec ici, là, les provinces ont le pouvoir, le privilège de sélectionner les immigrants. Il n'y a que le Québec qui le fait, là. Donc, le Québec a des délégations générales à l'extérieur, à l'étranger, où il reçoit des immigrants. Donc, il a le pouvoir de les choisir, de les sélectionner. Il va donc les intégrer, mais au final, au terme d'un délai de 3 ans, habituellement, il revient au gouvernement fédéral d'octroyer à ses citoyens ou à ses immigrants le statut de citoyen. Donc, ici, vous voyez un rôle partagé entre les provinces et le gouvernement fédéral. En cette matière, à ce moment-là, les
immigrants qui sont reçus citoyens doivent prêter serment d'allégeance. Nous avons un vestige d'une vieille pratique médiévale. Là. Ils doivent encore prêter serment d'allégeance pour devenir citoyens. La main sur une Bible ou un document de leur choix. Ça peut être le Coran, ça peut être un livre de leur choix, ça peut être Harry Potter. Il n'y a pas d'exigence ici, mais ça doit être fait sur la main sur un livre. Et à ce moment-là, ils doivent déclarer, je cite, « J'affirme solennellement que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II, Reine du Canada, et ses héritiers et successeurs, que j'observerai fidèlement les lois du Canada et que je remplirai loyalement mes obligations des citoyens canadiens. » Donc ça, c'est le serment d'allégeance qu'ils doivent prêter pour devenir citoyens. On poursuit le mariage et le divorce. Donc le mariage et le divorce, c'est de compétence fédérale. Bon, toutefois, ce qui est assez particulier ici, c'est que on dit la célébration du mariage, dans le cas du divorce, c'est un autre terme qu'il faut choisir, là, relève, eux, des provinces. Donc, le mariage et le divorce, mais la célébration du mariage relève des provinces. Jusqu'à l'adoption du fameux Bill Omnibus en 1968, au moment où Pierre Elliott Trudeau, père de Justin Trudeau, actuellement était ministre de la Justice, où à ce moment-là, on avait simplifié grandement la procédure de divorce, mais jusqu'à cette époque, un divorce exigeait une loi à la Chambre des communes. Imaginez-vous, c'est très exceptionnel. Aujourd'hui, le divorce est très courant. Donc aujourd'hui, il revient aux provinces d'administrer le mariage et le divorce, même si c'est encore une juridiction fédérale. La loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, y compris la procédure en matière criminelle. Donc, le droit criminel est de compétence fédérale et le droit civil est de compétence provinciale. On va y revenir tantôt ce que ça veut dire concrètement, là, mais intéressons-nous aux lois criminelles. Donc, dans le système de justice, on fait la distinction entre ce qui relève d'un délit, qui appartient donc au droit civil, et un crime qui relève du droit criminel. Donc, si, par exemple, vous commettez un homicide, ben à ce moment-là, ça relève du droit criminel. Si vous conduisez en état de faculté affaibli, cela également relève du droit criminel. En vertu du droit civil, par exemple, si moi je vous vends une voiture, puis en contrepartie, je ne vous remets pas l'argent, ou vous remettez l'argent, je ne vous remets pas les titres, à ce moment-là, il y a un problème ici légal. À ce moment-là, je peux être poursuivi en vertu du droit civil. Donc, c'est deux systèmes de droit distincts. Donc, le droit criminel relève du fédéral. Mais l'administration elle-même de la justice, c'est ça qui est complexe ici, relève des provinces. Le fédéral n'a pas les institutions pour gérer le droit. Il ne gère que le droit civil lui-même, le code criminel. Donc, à ce moment-là, pour chacune des provinces, on a ce qu'on appelle dans toutes les autres provinces canadiennes la couronne. Donc, la couronne va poursuivre, par exemple, lorsqu'un crime est commis. Au Québec, on appelle ça le DPCP, donc le directeur des poursuites criminelles, directeur des poursuites criminelles au Québec. Donc, ils vont à ce moment-là intenter en poursuite contre quelqu'un qui aurait commis un crime. Enfin, dernier élément ici, les catégories de sujets expressément exceptées dans l'énumération des catégories de sujets exclusivement assignées par la présente loi aux législatures des provinces. Autrement dit, tout ce qui n'est pas prévu à la Constitution, qui n'est pas déjà expressément octroyé aux provinces. Donc là, ça laisse beaucoup de choses ouvertes. Donc, tout ce qui n'est pas prévu à la Constitution, mais qui n'est pas donné explicitement aux provinces. Donc, à ce moment-là, vous voyez ici, concrètement, on va le voir en 1968, lorsque le gouvernement fédéral va créer le CRTC, le Conseil de radiodiffusion canadien. Donc, c'est l'organisme qui gère les télécommunications au Canada. Donc, à la fois la radio publique, la télévision, depuis la création de la télévision. On l'a vu plus récemment, même Internet. Donc, le CRTC est une création du gouvernement fédéral. Il l'a fait en vertu non pas d'un pouvoir qui lui aurait été explicitement consenti en 1867. Bien sûr, en 1867, il n'y avait pas la télévision, ni la radio, bien sûr Internet. Donc, il s'est lui-même accaparé ce pouvoir, cette juridiction, en 1968, en vertu de cet élément de la Constitution qui prévoit que tout ce qui n'a pas été prévu dans la Constitution revient à ce moment-là au fédéral. Donc, c'est ce que nous avons ici. Donc, c'est pourquoi ici, le gouvernement fédéral va s'accaparer tous ces nouveaux domaines à venir. Donc, on peut imaginer maintenant, mais qui pourraient à venir avec le développement des nouvelles technologies, par exemple. Il va y arriver également des cas particuliers où il va y avoir, dans certains cas, des responsabilités
partagée. Prenons l'exemple de l'environnement. Donc, vous ne trouverez rien dans la loi constitutionnelle de 1867 qui porte sur l'environnement. Par contre, le gouvernement du Québec va mettre en place un premier ministère de l'Environnement et la même année, le gouvernement fédéral va également instaurer un ministère de l'Environnement. Si bien qu'au Canada, présentement, il y a effectivement, toutes les provinces se sont dotées de ministères de l'Environnement. Le Québec, un des premiers, là, mais peu importe, les autres provinces vont faire la même chose par la suite. Donc, les provinces ont des ministères de l'Environnement et le fédéral a également un ministère de l'Environnement. Donc là, on a une responsabilité partagée. Donc ça, il s'agit pour les articles 91. Donc l'article 91, on se rappelle, énumère les pouvoirs du gouvernement fédéral. Donc ce qu'on appelle, dans le langage constitutionnel propre, les champs de compétences du gouvernement fédéral. Poursuivons maintenant avec l'article 92 qui suit, qui lui porte bien sûr sur les champs de compétences des provinces. Donc ça, on l'a déjà dit là. Voilà, 92. La taxation directe dans les limites de la province, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux. Donc, la Constitution prévoit déjà que les provinces puissent taxer de manière directe, donc taxation directe, donc imposition, pour des besoins qui seraient leurs dans les limites de leur champ de compétences. Donc, imaginez-nous à l'époque l'esprit de la Constitution de 1867. Il serait normal à ce moment-là que les provinces soulèvent des impôts, par exemple, ou des droits d'assises, par exemple, lorsqu'on importe des produits de l'étranger, pour payer, par exemple, pour la constitution d'hôpitaux, okay? Parce que ça relève de leur champ de compétences. Plus largement, on va le voir là, par la suite, lorsque l'État va devenir un État-providence à partir des années 60, ça fait les provinces vont s'accaparer de nouveaux champs de services publics beaucoup plus élargis qu'auparavant. À ce moment-là, évidemment, la taxation va devenir très importante pour financer précisément ces services. Donc, il est prévu, comme je vous le disais tantôt, une taxation directe, il n'y a que le province de Québec qui prélève directement des impositions auprès des particuliers, on ne trouve pas dans le reste du Canada. L'administration et la vente des terres publiques appartenant à la province et des bois et forêts qui s'y trouvent. Donc, le territoire canadien appartient aux provinces canadiennes et non pas au gouvernement fédéral. À l'exception, bien sûr, des territoires du Grand Nord, qui, eux, appartiennent directement à l'État fédéral. Donc, les territoires appartiennent aux provinces. C'est donc les provinces qui gèrent l'organisation du territoire, qui peuvent vendre des lots. Sur le territoire québécois, par exemple, lorsqu'on parcourt la carte des lots au Québec, donc les terrains qui sont propriétés, dont on trouve des propriétaires, là, à ce moment-là, on voit que le 2/3 du territoire québécois est encore propriété publique. Donc, ça appartient encore au gouvernement du Québec. L'expression courante dans le jargon, on dit « terre de la couronne », mais c'est faux parce qu'en réalité, ce serait plus juste de dire que c'est les terres des provinces. Là. Donc, c'est encore le Québec qui gère ici les terres, mais qui va avec ce qui appartient sur ces terres, les bois et les forêts, et par extension, et là, c'est pas précis dans la Constitution, mais par extension, des mines. Parce que la même logique, là, on trouve des bois et des forêts, et plus tard, il va y avoir des mines. Là. Donc, on attribue à ce moment-là au gouvernement des provinces la gestion des mines sur leur territoire. On va se poser le problème, et là, on va le trouver dans l'article 93 plus tard, la question des ressources non renouvelables, le pétrole. Du sens c'est pas un enjeu, là. Mais est-ce que le pétrole relève de la même logique que les bois et les forêts et des mines? Ou il y a un statut particulier? On va le voir, il y a un statut un peu particulier dans ce cas-ci. Je poursuis l'établissement, l'entretien et l'administration des prisons publiques et des maisons de réforme dans les prisons et les maisons de réforme ou les établissements carcéraux appartiennent ou sont gérés par les provinces. Bien sûr, ce sont les provinces à gérer cela, mais il se trouve que dans ces prisons, il y a des prisonniers qui sont jugés en vertu du Code criminel canadien. Donc, on l'a vu récemment lorsque, sous le gouvernement Stephen Harper, il y a quelques années, on avait modifié le Code criminel pour imposer des peines plus lourdes pour certains crimes, qui s'est donc traduite par une pression plus grande sur les prisons, parce qu'ils devaient accueillir des prisonniers pour des peines plus longues. À ce moment-là, évidemment, les provinces sont retournées vers le gouvernement fédéral et ont dit, écoutez, vous avez modifié votre code criminel, mais c'est un effet directement chez nous sur nos budgets là, de fonctionnement. À ce moment-là, le gouvernement fédéral avait allongé le budget qui était fourni aux provinces pour l'entretien de leur propre prison. Donc, vous voyez le jeu politique, comment une décision à Ottawa peut avoir des incidences sur les provinces. On l'a vu récemment lorsque le gouvernement fédéral a décidé de décriminaliser la possession simple des drogues douces, le cannabis, que le cannabis, là. On a vu ce que ça fait, c'est que ça a mis moins de pression sur le système judiciaire. Parce que bon nombre des cas qui étaient traités en cours en matière criminelle au Canada l'étaient
pour possession simple de cannabis. Donc, à ce moment-là, en légalisant le cannabis, ben là, ces causes-là sautaient. Hein, il y avait plus de matière à intenter des procès ou mettre en place des procès pour ces cas-là. Donc, ça, évidemment, ça a libéré la pression sur le système de justice des provinces, parce que ce sont les provinces qui administrent ces systèmes et non pas, bien sûr, le système fédéral. L'établissement, l'entretien et l'administration des hôpitaux, des asiles, des institutions et des hospices de charité dans les provinces, autres que les hôpitaux de marine. Évidemment, là, formule comme ça ne dit pas grand-chose, mais en pratique, ce que c'est tous les systèmes de santé. Et là, au Canada, on a adopté depuis les années 50, 60, un système de santé universel, c'est-à-dire que les citoyens n'ont pas à payer pour obtenir des soins de santé, à la différence, par exemple, des systèmes qui prévaut aux États-Unis. À ce moment-là, les hôpitaux et le système de santé très largement entendu ici relèvent des provinces. Mais évidemment, là, le problème qui se pose, c'est que ces soins-là coûtent très, très cher, en fait. Au Québec, là, c'est pas compliqué. Je vais prendre le cas québécois, mais ça s'appliquerait dans les autres provinces canadiennes. L'éducation et la santé, c'est le 2 tiers du budget du Québec. Le 2 tiers. Okay, donc, il ne reste pas grand-chose pour le Québec. Donc, les hôpitaux. Là, vous voyez comment c'est intéressant, parce que les hôpitaux de marine, on entend là que les forces armées canadiennes, telles qu'on les existe aujourd'hui, seront dotés de leur propre système médical. Oui, parce que c'est inscrit ici. Donc, oui, il y a des hôpitaux militaires au Canada, mais il n'y a que des hôpitaux militaires. Le fédéral ne gère aucun hôpital. Jusqu'à tout récemment, il y avait l'hôpital des anciens combattants, donc des vétérans, à Saint-Anne-de-Bellevue. C'était ça l'hôpital fédéral au Canada qui s'occupait essentiellement des anciens vétérans morts. Les vétérans de la Seconde Guerre mondiale, il n'en reste plus beaucoup aujourd'hui. Donc, le gouvernement fédéral a consenti récemment à céder cet hôpital au Québec. Donc, le Québec, c'est doté d'un autre hôpital, donc celui de Saint-Anne-de-Bellevue, avec une entente qui prévoit que, bien sûr, les anciens combattants qui sont encore hospitalisation ou retour en condition là-bas vont l'être, mais à ce moment-là, ces soins-là vont être fournis par le gouvernement du Québec et non par le gouvernement fédéral. Donc, les hôpitaux, ça relève, les soins de santé plus largement, des provinces. Les institutions municipales dans la province, donc les municipalités, les villes, les villages, sont de responsabilité municipale et non pas fédérale. Ce sont donc les provinces qui gèrent les municipalités, qui peuvent donc, on dit dans le langage courant que les municipalités sont des créations des provinces. Donc, elles peuvent statuer sur les limites de ces municipalités. Elles peuvent instituer, créer de nouvelles municipalités. Elles peuvent donc également déterminer que ces municipalités vont être abolies. On l'a vu dans les années 70, on avait aboli plusieurs villages en Gaspésie qui étaient sous-peuplés. On peut penser à la ville de Gagnon, lorsqu'on se rend dans le Grand Nord québécois jusqu'à Fermont. Le trajet que j'ai fait il y a 2 ans qui est fascinant, je vous invite à faire, vraiment, c'est très intéressant. On prenait la route qui passe par Manic 5, un barrage magnifique. Vous continuez comme ça jusqu'à Fermont, vous allez passer dans une ville, une ex-ville, qui s'appelle Gagnon. Donc, au milieu de nulle part de la brousse, on a démoli la ville complètement et on a conservé les trottoirs qui étaient là. Donc, on roulait au milieu de la forêt et du coup, trouver des trottoirs, mais ça, c'est l'ancienne ville de Gagnon. Donc, les municipalités ont le pouvoir de fermer des villes, mais ont aussi le pouvoir de fusionner des villes. On l'a vu en 1998 lorsque le gouvernement du Saint-Bouchard au Québec avait décidé de fusionner les villes sur l'île de Montréal. Bon, c'était avéré un système très complexe. Jean Charest, en 2003, a accédé au pouvoir. Il a procédé à la diffusion de ces villes-là. Donc, ça a créé un bordel administratif, littéralement, là, à Montréal actuellement. Ou même moi, j'enseigne la science politique, mais j'ai aucune façon de m'y retrouver. J'ai aucune idée comment fonctionne la ville de Montréal, parce que c'est un charabia incroyable entre villes fusionnées, arrondissements, villes considérées municipalités. Donc, c'est vraiment un moment très, très, très complexe. Dans tous les cas, les provinces ont le pouvoir sur les municipalités. Ça leur revient totalement. Je poursuis les travaux et entretiens d'une nature locale, autre que ceux énumérés dans les catégories suivantes. Donc, le principe, c'est tout ce qui est en matière locale, c'est provincial. Tout ce qui est plus large, qui touche à l'étranger, qui déborde de la province, ça, c'est fédéral. Donc, on voit ici, on exclut les lignes de bateaux à vapeur. Et là, la logique là-dedans, c'est que les lignes de bateaux à vapeur, c'est pour aller d'une province à un autre pays ou à une autre colonie. Ben, à ce moment-là, lorsqu'on va développer le service aérien, l'aviation, la même logique va s'appliquer à ce moment-là. On est dans la même catégorie d'objets ou de moyens de transport. Ben, à ce moment-là, l'aviation va relever du gouvernement fédéral, ce qui est le cas aujourd'hui, notamment les aéroports. Donc, on exclut cela, mais tout ce qui est local, ben, à ce moment-là, ça relève du gouvernement des provinces.
Et sinon, les autres cas, ça appartient directement au gouvernement fédéral. Poursuivons, les licences de boutique, de cabaret, d'auberge, d'encanteurs et d'autres licences dans le but de relever un revenu pour des objets provinciaux, locaux ou municipaux. Bon, ça concrètement en pratique, c'est une chose, la SAQ. Donc, les provinces ont le droit de vendre de l'alcool et de générer des revenus avec ces ventes. Et elles s'instituent pour cela en organisme public, en société d'État. Et ça nous donne au Québec la Société des alcools du Québec. Ça nous donne LCBO en Ontario, NB Liquor au Nouveau-Brunswick, et ainsi de suite. Donc, c'est en vertu de cet article ici de la Constitution. C'est posé le problème lorsque le gouvernement fédéral a procédé à la légalisation du cannabis, qui serait donc à ce moment-là en charge de vendre du cannabis s'il devenait légal. Le fédéral aurait pu interpréter l'article 92 de manière distincte, en arguant du fait que le cannabis relevait du droit criminel, qu'à ce moment-là, le décriminalisant, ça relevait encore de lui. Donc, le gouvernement fédéral aurait pu choisir de mettre sur pied l'équivalent de société d'État qui aurait eu en charge de vendre le cannabis. Il n'a pas fait, il a cédé ce pouvoir aux provinces, dans la logique de l'article 92 qui précise qu'il appartient aux provinces de mettre sur pied de tel commerce. Donc, ça, c'est la logique qui prévoit encore aujourd'hui. Le Québec a décidé de vendre le cannabis non pas à l'intérieur des SAQ, ce qu'il aurait pu faire, ça aurait été assez simple, mais il a décidé de créer à la place un autre type de commerce qui, lui, se charge exclusivement de la vente des produits du cannabis. Célébration du mariage dans la province. Donc, oui, le mariage relève du fédéral, mais la célébration elle-même, comme on l'avait dit d'abord, appartient aux provinces. La propriété et les droits dans la province, donc tous les droits immobiliers appartiennent au droit fédéral. C'est le Québec qui gère le registre foncier, par exemple, et qui gère les transactions financières touchant les biens immobiliers. Okay, moi, je vends ma maison, mais c'est encadré par les lois de la province de Québec. Les droits civils, donc ça, on l'a déjà dit, on a parlé tantôt du droit criminel. Les droits civils, c'est tout ce qui a trait, tout ce qui a trait à la gestion entre les personnes et non pas entre les personnes quand il n'y a pas de crime commis. Donc, en termes juridique, on a deux grands principes. Et là, le Québec est à la mi-chemin des deux parce qu'on a le droit qui relève de ce qu'on appelle la coutume. Le droit coutumier, c'est généralement le droit qui se construit non pas à travers la constitution d'un droit écrit, mais davantage par la jurisprudence qui s'installe au fur et à mesure des décisions qui sont prises par les cours de justice. Donc, le droit anglais, essentiellement, est un droit coutumier. C'est ce qu'on appelle la common law. Donc, la common law est issue donc de décisions de cours de justice qui s'installent à ce moment-là comme nouvelle façon d'interpréter la loi. Donc, la loi se construit essentiellement de cette façon. Alors que le droit civil, que l'on trouve à peu près dans tous les autres pays, à l'exception du monde anglo-saxon. Donc, le droit civil, c'est une pratique sur laquelle les lois doivent être écrites. Hein? Donc, on a une convention. Au Québec, après la conquête, on a permis aux Canadiens de préserver la coutume de Paris, qui à ce moment-là était le droit écrit au Québec en matière de droit civil. Et cette pratique a demeuré. C'est pourquoi aujourd'hui au Québec, on a un code civil, ce que le Canada n'a pas. Le Canada n'a pas de code civil. Il y a des lois qui gèrent les pratiques entourant les transactions immobilières, par exemple. Mais tout ça, c'est issu de coutumes, de jurisprudence au fil de l'évolution du droit dans les cours de justice. Donc, au Québec, on a un code civil. Un code civil, ça énumère toutes les lois et de manière assez détaillée. Vous êtes probablement un peu familier avec la logique du droit civil, parce que dans les systèmes militaires, notamment dans le cas du collège militaire, on a les cadwins. Donc, les cadwins sont en quelque sorte l'équivalent de le droit qui était inscrit dans une convention. On peut connaître toutes les lois parce qu'elles sont écrites dans un code, dans un document relativement succinct. C'est le cas au Québec avec le code civil. Donc, la propriété et le droit civil sont reconnus appartenant aux provinces. C'était un accommodement fait pour la province de Québec, qui est la seule à avoir un code civil. La Louisiane, qui est héritière donc de la colonie française, elle aussi a un code civil, ce qui est le cas exceptionnel parce que le reste des États-Unis, eux, n'ont pas de code civil. Poursuivons. L'administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l'organisation de tribunaux de justice pour la province,
et en juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matière de civil dans ces tribunaux. Donc, grosso modo, l'administration de la justice relève des provinces. Hein? C'est pas compliqué, ça relève des provinces, et y compris même dans le cas du code criminel, qui lui pourtant est de juridiction fédérale, okay? Comme on l'avait dit précédemment. Donc, la même logique, là. L'infliction de punition par voie d'amende, pénalité ou emprisonnement dans le but de faire exécuter toute la loi de province décrétée au sujet des matières tombant dans aucune des catégories de sujets énumérés dans le présent article. Donc, les amendes, les punitions, les pénalités, les emprisonnements, c'est provincial. Okay? Évidemment, là, vous voyez comment c'est assez tordu parce que le code criminel prévoyait là, avant son abrogation, là, que l'avortement était illégal. Ça, c'était prévu au code. Mais à partir des années 70, c'est le DPCP au Québec, donc le Directoire des poursuites criminelles et pénales, qui avait décidé, son propre chef, de cesser de poursuivre en justice les femmes qui se faisaient avorter. Donc, le code criminel n'avait pas été abrogé, n'avait pas été amendé. Mais puisque l'administration de justice relève des organismes provinciaux, ici le DPCP au Québec, on avait cessé de poursuivre en justice les femmes qui se faisaient avorter. Donc, c'était une manière d'interpréter différemment le code criminel. Okay? Les autres provinces canadiennes vont faire la même chose par la suite. Donc, ici, vous voyez comment il y a une marge entre la loi elle-même et son interprétation et son administration concrètement là, à travers le système de justice. Enfin, dernière formule, généralement, toutes les matières d'une nature purement locale ou privée dans la province. Là, évidemment, privé et local, encore faut-il qu'on l'interprète. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Hein? En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est sujet à litige, évidemment, continuellement, parce que si on reconnaît au gouvernement fédéral tout ce qui n'est pas prévu appartenant aux provinces, ici, tout ce qui est appartenant aux provinces comme étant local, bien là, après ça, on reste à savoir qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Donc, c'est pourquoi il y a toujours des litiges entre l'article 92 et 91, ou plutôt litiges entre le gouvernement fédéral et les provinces. Donc, voici la liste des pouvoirs appartenant aux provinces, c'est 92, c'est 91, les pouvoirs, les champs de compétences appartenant au gouvernement fédéral. Poursuivons. L'article 92A est particulier parce qu'il a été inscrit en 82 au moment du rapatriement de la Constitution. Parce que là, on veut préciser un élément important qui touche ici aux ressources naturelles non renouvelables, essentiellement le pétrole qu'on trouve essentiellement dans les provinces de l'Ouest. C'est un enjeu important puisque dans les années 70, le Premier ministre du Canada à l'époque, Pierre Trudeau, avait mis en place une politique nationale de l'énergie, une politique qui avait pour effet de s'accaparer d'une bonne partie des ressources naturelles des provinces au profit du gouvernement fédéral. Ça a créé tout un tollé dans l'Ouest canadien. Cela a contribué à ce qu'on appelle le Western Alienation, qui s'est traduit par la suite à la constitution d'un parti politique qui s'appelait le Reform Party, qui un temps a été très, très, très influent sur la scène fédérale. Donc, c'est un élément important qui s'est traduit par des tensions très grandes entre les provinces de l'Ouest et le gouvernement central, le gouvernement fédéral. Donc, en 92A vient légiférer cette matière pour reconnaître que les ressources naturelles non renouvelables appartiennent aux provinces. Et elles appartiennent aux provinces. Donc, c'est à elles de les gérer. C'est ajouté également à cela les ressources non renouvelables. Bon, dans le cas québécois, en raison de son vaste réseau hydroélectrique, c'est la même logique qui prévalait. Donc, l'article C, on précise l'aménagement, conservation, gestion des emplacements et des installations de la province destinées à la production d'énergie électrique. Ça n'a pas empêché non plus le fédéral d'intervenir dans la construction d'un vaste barrage, d'un très grand barrage d'électroélectrique Muscat Falls à Terre-Neuve et Labrador, donc au Labrador. Donc, il y a encore là ces sujets d'interprétation, mais ça vient préciser, ça donne des garanties supplémentaires pour les provinces de l'Ouest, surtout, pour que le fédéral laisse ces provinces gérer leurs ressources naturelles comme elles le souhaitent, ces provinces. Article 93 est particulier parce qu'on vient préciser un élément qui n'était pas prévu en 1867. Parce qu'en 1867, le champ de l'éducation n'était pas un champ de responsabilité de l'État.
Il appartenait certes aux provinces de gérer l'éducation, la loi sur l'instruction publique, par exemple, les provinces avaient de telles lois, mais l'administration, la gestion des systèmes d'éducation relevait surtout d'organismes privés, les organismes religieux, essentiellement. Les écoles étaient gérées par les églises. Mais en 1982, évidemment, se pose le problème, parce que là, les provinces ont toutes des systèmes d'éducation. Et là, on précise à l'article 93, c'est par les détails, mais on dit effectivement qu'il n'appartient qu'aux provinces de gérer leur système d'éducation comme les provinces, elles l'entendent elles-mêmes. Ça donne, ce qui explique pourquoi encore aujourd'hui, nous avons un système d'éducation qui est complexe au Canada et qui est fort distinct. C'est-à-dire que vous avez le système québécois qui se distingue par un parcours différent. Vous savez maintenant, ici au Collège militaire, on le voit, nos officiers qui sont en première année junior nous viennent de près toutes les provinces canadiennes, alors que, y compris nos anglophones ici québécois qui nous arrivent, pour faire l'année préparatoire. On pourrait le faire, là. Et ça, c'est en raison du système scolaire québécois qui est différent du reste des provinces. Vous voyez les différences entre ces provinces ici, celle-là et la Nouvelle-Écosse, mais en réalité, ces différences-là sont assez minimes. Les véritables différences, on les voit ici avec le système québécois qui est particulier, alors que son cycle primaire, quel succès le cycle secondaire de 5 ans, donc une année plus courte que le cycle qu'on trouve dans le reste des provinces canadiennes. L'institution particulière qui est celle des cégeps, qu'on ne trouve pas ailleurs dans le reste du Canada, qui est plus proche du système des lycées, par exemple, en France. Donc, un système post-secondaire divisé en 2 cycles, le cycle collégial et le cycle universitaire. La grande particularité, c'est que notre cycle collégial est à la fois général, donc pré-universitaire, le cycle dans lequel vous êtes inscrit parce que vous étiez inscrit, pardon, parce que vous êtes rentré en deuxième année, donc le cycle dans lequel vous étiez inscrit avant de poursuivre vos études au niveau universitaire. Mais le cégep est également l'institution qui accueille les formations techniques, donc qui ne sont pas pré-universitaires. Ce sont des techniques à part, des diplômes professionnels, alors que dans le reste des provinces canadiennes, les collèges qui existent n'offrent généralement que des formations professionnelles. Si vous allez à l'université dans le reste des provinces canadiennes, vous le faites directement après vos études secondaires. Alors qu'au Québec, on doit passer à travers le cycle collégial de 2 ans qui nous amène par la suite au diplôme du baccalauréat. Et dans ce cas-ci, la particularité, c'est qu'en général, les baccalauréats au Québec sont d'une durée de 3 ans, en général, alors que dans le reste du Canada, les baccalauréats sont généralement d'une durée de 4 ans. Encore là, ça varie d'une province à l'autre ou d'un programme à l'autre. Et ça s'est traduit en pratique par l'instauration, dans le cas du Québec, de cégep, qu'on trouve partout en région, alors que généralement, les universités sont dans les grands centres urbains. Donc, ça permet, c'est un des avantages, une diffusion plus grande de la culture ou de l'éducation sur un territoire plus grand. Là, personnellement, je vous dirais, j'ai l'expérience d'avoir enseigné à l'Université d'Ottawa où j'étais professeur avant d'être professeur au Collège militaire. Lorsque j'enseignais en français, j'avais parmi mes étudiants des étudiants qui venaient à la fois du Québec, de l'Ontario français et des étudiants étrangers qui avaient pour langue d'enseignement le français. Je vous jure que le système québécois, à cet égard, était bien supérieur parce que nos étudiants québécois, en moyenne, étaient beaucoup plus forts que les étudiants qui venaient de l'Ontario français. Chez les étudiants étrangers, ça variait énormément parce qu'on pouvait trouver des fils et filles de diplomates qui étaient très bien formés. Mais il y en avait d'autres qui étaient un peu moins bien formés. Mais en général, le système québécois, là, c'est mon opinion très personnelle, fonctionne très bien, forme très bien. Il prépare beaucoup mieux à l'université que le système canadien. Poursuivons. L'article 95, le dernier auquel on va s'intéresser ici, vient préciser la question de l'agriculture et l'immigration. On se rappelle que l'immigration, les provinces étaient accaparées de pouvoir. Ici, concrètement, le Québec s'était accaparé de pouvoir et le fédéral avait octroyé ce pouvoir-là à toutes les autres provinces canadiennes, mais elles ne l'utilisent pas réellement. Donc, le Québec peut sélectionner ses immigrants en vertu d'une entente qui avait été conclue avec le gouvernement fédéral et le gouvernement des provinces dans les années 90. À ce moment-là, donc, on l'a consacré dans la loi constitutionnelle de 82, dans l'article 95, cette précision. Et on précise également quelques dispositions qui touchent ici l'agriculture. Donc, c'est inscrit dans un seul article, l'article 95. Donc voilà, ici se termine cette deuxième partie. En guise de conclusion, j'aimerais seulement rappeler le grand principe général ici. L'article 91 et l'article 92, donc ces deux articles viennent préciser les champs de compétences du gouvernement fédéral et du gouvernement des provinces. Dans ces champs de compétences, j'insiste, le gouvernement des provinces et le gouvernement fédéral sont souverains. Et c'est pourquoi on le voit par exemple
qu'un gouvernement provincial comme le Québec peut ratifier des traités internationaux en son propre nom en matière d'éducation, par exemple, dans la mesure où l'éducation relève des gouvernements des provinces. C'est un cas particulier. Les autres provinces canadiennes, généralement, ne le font pas, mais bon, le Québec, en raison de sa situation particulière, politique particulière, mais toutes les provinces pourraient le faire. Donc, dans leur champ de compétences, les provinces sont souveraines. Et le gouvernement fédéral est souverain dans ses champs de compétences. En pratique, cela étant dit, toutefois, et là vraiment en guise de conclusion, lorsqu'on regarde le partage des compétences, on voit très bien que les fonctions régaliennes de l'État, les fonctions les plus importantes, les fonctions les plus fondamentales, sont des fonctions qui sont accaparées par le gouvernement fédéral. Donc, à cet égard, on voit que le gouvernement fédéral n'est pas l'égal des provinces. Il jouit d'un prestige beaucoup plus grand, d'une influence beaucoup plus grande, puisqu'il contrôle les pouvoirs régaliens de l'État. Donc, son statut est bien particulier. Il se situe en pratique au-dessus des provinces, même si, j'insiste, les provinces demeurent souveraines dans leur champ de compétences. Mais champ de compétences, si on suit la Constitution de 1982, qui sont donc limités aux objets de nature plus locale, plus privée, alors qu'il appartient au gouvernement fédéral de gérer les matières qui touchent l'État, hein, donc les fonctions régaliennes de l'État. Voilà, ainsi se termine cette séance consacrée à la Constitution. Merci. Au revoir.